BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Le Bitcoin continue, ATH après ATH, record après record. Il est désormais dans le top 7 des actifs les plus capitalisés au monde. On va en parler dans un instant avec Elodie de Marquis. Bonjour Elodie, COO chez Kaiko, donc fournisseur de données et d'indices. On va lire un petit peu la blockchain avec vous et vous allez peut-être nous donner les tendances de marché à suivre dans les semaines et mois qui viennent. Et puis on a un Ethereum d'ailleurs qui se réveille, qui surperforme le Bitcoin pour la première fois depuis 2022. On sera notamment avec Raphaël Bloch depuis DevCoin, la conférence des développeurs Ethereum, qui est avec nous depuis Bangkok, qu'on voit à l'écran. Bonjour Raphaël. Et puis on parlera aussi de The Blockchain Group, Raphaël d'ailleurs, que vous avez interviewé pour The Big Whale. C'est peut-être notre micro-stratégie à nous, notre micro-stratégie européen. Et puis d'ailleurs, on se demandera si en termes d'investissement, est-ce que c'est pas plus lucratif, en tout cas plus rentable, d'investir directement dans MicroStratégie plutôt que dans le Bitcoin. Donc voilà, vaste sujet. Je propose qu'on commence tout de suite avec un point marché avec vous, Elodie de Marquis, donc un petit peu particulier, parce que là, on va se plonger dans les données qu'on n'a pas tous, des données un petit peu invisibles entre guillemets pour le commun des mortels, les données que vous, avec Kaiko, vous pouvez trouver dans la blockchain. Ça y est, l'ETF Bitcoin Spot est dans le top 1% des ETF au monde en termes de capitalisation. Tout à fait. Merci Amaury. Je suis ravie d'être avec vous sur ce plateau, encore une fois, pour pouvoir parler un peu d'actualité crypto et de mieux comprendre ce qu'il se passe. Donc j'aimerais revenir, avant de rentrer dans le pourquoi, sur 3 chiffres clés. Vous l'avez dit, aujourd'hui, les ETF aux États-Unis, Bitcoin, sont de 1% des ETF. Pour rappel, sur les 10 dernières années, près de 3000 ETF ont été lancés. Et l'ETF Bitcoin, en 211 jours, a réussi à se placer en première position. Donc ça, c'est un élément intéressant. Le deuxième élément que je trouve intéressant, c'est la capitalisation boursière de tous les cryptos, qui, pour la première fois depuis novembre 2021, est repassée au-dessus des 3 trillions, donc 3 000 milliards de dollars, de ce point de vue-là. Et le troisième élément, c'est les chiffres clés, 100% de revenus, 100% de croissance pour Bitcoin depuis le début de l'année. C'est un chiffre clé, 100%. Et Ethereum se place autour de la barre des 35%, qui, comme vous l'avez dit, ce n'était pas arrivé depuis le merge de 2022, où pour la première fois, Ethereum dépasse Bitcoin d'une certaine manière en termes de performance sur les 7 derniers jours. Effectivement. Autre chose à ajouter? Non, sur les 3 points, je peux rentrer plus dans le détail sur le pourquoi, hormis les élections américaines. Oui, évidemment, ça nous intéresse, bien sûr. Exactement. Donc, je crois que vous avez beaucoup parlé sur ce plateau des élections américaines et l'impact que ça a eu d'avoir un président pro-crypto aux commandes à partir de janvier 2025. Il y a d'autres éléments qu'on voit, justement, d'autres signaux qu'on peut capter grâce à la donnée de marché crypto qu'on a chez Kaiko, qui est une donnée réglementée qui s'adresse uniquement aux investisseurs institutionnels. Donc c'est de la data de qualité qui a une place extrêmement importante pour l'économie digitale. Ces signaux nous donnent 3 éléments que je trouve intéressants. Le premier, c'est on voit vraiment une maturité accrue en termes de sophistication des tests d'investissement. Ce que j'entends par là, c'est que jusqu'à présent, on avait certes les ETF qui ont été lancés, donc Exchange Traded Fund aux États-Unis et ETP, Exchange Traded Product en Europe, qui ont été lancés un peu plus tôt cette année. Là, depuis 3 semaines, aux États-Unis, une nouvelle classe d'actifs, les options, qui est donc une classe de dérivés, un nouvel instrument financier, vient d'être validé par les États-Unis, par la SEC, sur Bitcoin. Sur Ethereum, on attend encore, la décision sera prise d'ici quelques semaines, mais sur Bitcoin, ça a été validé. Ce que ça change, c'est les dérivés permettent 3 choses. Permettent plus de liquidité, permettent de se hedger et d'avoir une découverte du prix sur des instruments comme ETF, et ça permet également l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Donc c'est crucial, et c'est pour ça que je parle d'une nouvelle ère réellement dans laquelle on arrive, parce qu'on va avoir plus d'investisseurs, et des investisseurs qui sont sophistiqués, qui non seulement ont besoin d'investissements en spot trading, comme on a pu le voir, en ETF, ETP, comme les gestionnaires de patrimoine, ce genre de choses depuis le début de l'année. En revanche, on arrive sur des investisseurs encore plus sophistiqués avec l'arrivée des options aux États-Unis, mais il y avait déjà des plateformes dérivées, on parle de perpetual, de futures, dans d'autres cryptos, des bourses financières ailleurs, et ça marque vraiment un nouveau palier qu'on atteint. Et alors, c'est assez intéressant parce que vous dites que vous êtes consommé, entre guillemets, principalement par des investisseurs institutionnels. Et a priori, c'est surtout eux qui ont acheté ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous le confirmez avec les données que vous avez chez Kaiko, la hausse du Bitcoin, c'est une hausse. Alors,
qui commence à être de moins en moins silencieuse parce que les médias traditionnels, le grand public commence à en reparler. On voit notamment qu'il y a de plus en plus de téléchargements de l'application Coinbase. Ça remonte dans les classements de l'Apple Store. Mais cette hausse, pour l'instant, est relativement silencieuse du Bitcoin par rapport à l'ampleur de la hausse. En fait, on a un Bitcoin qui est pas loin des 100 000 $ et finalement, ça fait pas tant de bruit que ça. C'est quoi? C'est les institutionnels qui ont accès justement à ce genre d'informations grâce à vous, par exemple, et qui se sont dit, il faut passer à l'achat, entre guillemets? Tout à fait. En tout cas, ce qu'on peut voir, ce qu'on observe, on observe plusieurs choses. La première, c'est sur des échanges comme LMAX Digital, par exemple. On voit que la taille des transactions a doublé sur les 7 derniers jours depuis que Trump a été élu président aux États-Unis. Donc, des transactions plus importantes, en effet, indiquent que ce sont des investisseurs qui ont des capacités beaucoup plus larges que des individus. Deuxième chose qu'on voit, c'est que je parlais tout à l'heure justement de cette sophistication de type d'investissement avec des dérivés, des options qui sont validées. On voit également tout ce qui est funding rates et open interest, qui sont un autre indicateur justement pour des investisseurs un peu plus sophistiqués, donc ça rejoint ce que je vous disais à l'instant, qui permettent de voir pour la première fois, parce que si on peut faire un parallèle avec ce qu'on a vu en mars 2024, où on voyait pas mal d'agitation sur les marchés, on voyait beaucoup de paris à la hausse du prix du Bitcoin. En revanche, on disait que le marché était en surchauffe, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui pariaient à la hausse, mais il n'y avait pas d'équilibre. Là, on est dans un environnement complètement différent. Si on regarde justement sur ces funding rates et open interest, on est aussi sur un all-time high. On a atteint 20 milliards le 11 novembre dernier sur ces produits-là, et on voit que le marché ne surchauffe pas puisque les paris sont plus équilibrés. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a forcément une petite correction. Comme on l'a vu, on est passé à 92, 91, 87 et on remonte. Mais c'est beaucoup plus sain comme environnement. Et ces indicateurs le montrent. Qu'est-ce que ça veut dire en fait quand vous dites que c'est plus équilibré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il y a moins de volatilité, il y a moins de risque de retracement. C'est quoi? C'est que finalement, comme il y a un peu autant d'un côté que de l'autre, c'est plus moins volatile? Je dirais que c'est plus sain. Et en effet, volatilité, ça fait partie du deuxième élément dont je parlais tout à l'heure, sophistication de la thèse d'investissement. Le deuxième point qui indique qu'on passe à une nouvelle ère, c'est le fait qu'on commence à avoir un management du risque. Et ça, c'est tout à fait standard en finance traditionnelle. Ça ne l'était pas en crypto jusqu'à présent. On a un produit qu'on vend qui s'appelle Value at Risk, la valeur at risk, qui représente l'argent que vous pouvez perdre 5% du temps. Donc si on a un portefeuille à 100 000, admettons, l'année, un jour, tous les 20 jours, vous allez pouvoir perdre X montant. C'est ce que ce produit, cette méthodologie vous permet de calculer. On arrive aujourd'hui sur la plus basse, c'est-à-dire là où on voit le moins de volatilité pour crypto. Je rappelle cependant que la crypto est quand même bien plus volatile que les actions sur les marchés. On reste sur un actif extrêmement volatile. Cependant, pour Bitcoin, on est sur les niveaux les plus bas. Ce qui permet justement de penser à plusieurs choses. Quand on parle de micro-stratégie et le fait qu'ils incluent de plus en plus Bitcoin à leur stratégie de management de trésorerie, on voit plusieurs entreprises y penser également, grâce au fait que la volatilité soit descendue un petit peu et qui permettent de considérer Bitcoin pour de nouveaux cas d'usage. Évidemment, et MicroStratégie, on va en parler avec Raphaël Bock. D'ailleurs, Raphaël, qui est notre homme de terrain en ce moment. Raphaël, vous étiez, la semaine dernière, vous étiez à New York. Là, vous êtes en Thaïlande, à Bangkok, pour DevCoin. C'est un peu le grand rendez-vous de la communauté Ethereum, pour tous les développeurs qui se retrouvent là-bas. Bon, on l'a dit avec Elodie, clairement, le marché est dans le vert. Un vert très très vif, en particulier pour le Bitcoin. Même l'Ethereum d'ailleurs se réveille pas mal. Quelle est l'ambiance sur place, Raphaël? Est-ce que c'est l'euphorie? Oui, déjà très content effectivement d'être avec vous. Alors sur place, effectivement, ça ne va pas vous étonner, mais l'ambiance est plutôt bonne, j'allais dire même excellente, tout simplement parce que le cours a un impact, quoi qu'on le veuille, sur la tendance d'un secteur, et en l'occurrence, quand vous avez beaucoup d'afflux, et Elodie l'a très bien décrit, entrant avec des gens qui investissent, à un moment donné, ça se retrouve aussi en bout de chaîne dans l'écosystème. Donc, c'est profitable aux entreprises qui créent des produits, qui développent l'infrastructure. Donc forcément, les gens sont plutôt enthousiastes. Après, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que maintenant, ça fait 8 ans que je suis ces sujets, et je constate maintenant qu'on entre dans ce qui serait, à titre personnel, mon 3e bull market, après 2017 et celui de 2021, dans une phase où finalement, les gens qui travaillent dans cette industrie savent aussi que si un bull market est profitable, il représente aussi beaucoup de
d'enjeux pour les entreprises parce que les indicateurs sont un peu viciés. Vous avez parfois des produits qui marchent très bien parce qu'il y a tellement d'argent que même quelque chose qui n'a pas de marché va en trouver un, mais ça ne dure que quelques mois. Donc finalement, on sent aussi sur place que les gens regardent le prix, savent que évidemment c'est porteur, mais c'est davantage porteur parce que ça va attirer l'attention et on va dire un peu plus normaliser le secteur. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé avec l'élection de Trump la semaine dernière est aussi un facteur intéressant. Et se disent, quoi qu'il arrive, il faut continuer à travailler. C'est sûr que c'est plus simple de développer des choses dans un environnement où vous avez Bitcoin à 90 000 $, l'Ether qui a dépassé les 3 000 $, que ce qu'on a connu il y a 18 mois. Mais en même temps, on sent qu'il y a cette maturité sur voilà, le rapport au prix et la nécessité de construire des choses qui sont utiles à l'industrie. Oui, c'est ça, Raphaël, parce que bon, j'imagine que les gens qui sont à cette conférence-là sont dans l'écosystème depuis un petit bout de temps maintenant. Et quand vous dites qu'il y a une sorte de maturité par rapport au prix, c'est-à-dire qu'évidemment, j'imagine que les gens ont le sourire aux lèvres dans ce genre de circonstances-là, mais est-ce que c'est pas devenu presque normal, c'est presque institutionnalisé entre guillemets, bon bah voilà, ça y est, c'est le bull run, on l'avait attendu, il est là, maintenant oui ça monte, c'est bien, mais c'est pricé entre guillemets dans l'esprit de tout le monde, et finalement bah, c'est maintenant qu'il faut continuer à travailler parce que s'il y a bull run derrière, il y aura potentiellement aussi un bear market comme on a connu un peu dans les cycles précédents. Les gens ont ça à l'esprit ou pas? Oui, tout à fait. Alors même si évidemment personne n'en parle directement, mais encore une fois, on sent bien que moi je me rappelle très bien de ce qui s'est passé, bon c'était avant qu'on ait lancé de Big Whale, mais en 2021, précédent bull market, c'est vrai qu'il y avait une espèce d'euphorie absolue qui touchait évidemment les investisseurs particuliers, mais on le sentait aussi du côté des entreprises. Là, encore une fois, on n'est que dans le début d'une phase, il faudrait que ça se confirme sur les semaines, les mois qui viennent, mais on sent que voilà, le précédent bear market a fait beaucoup de mal, beaucoup d'entreprises ont connu des difficultés, alors même qu'elles avaient levé de l'argent, qu'elles avaient de la trésorerie. Donc là, on se dit, oui, dans cette industrie, on a des cycles qui sont haussiers, des cycles baissiers, et en réalité, la maturité vient de. J'ai pu échanger avec des porteurs de projets. En fait, aujourd'hui, ce qu'ils essaient de faire, ce sont des produits, des entreprises, des services qui finalement résistent à ces cycles et leur permettent d'avoir des revenus qui ne sont pas uniquement en fonction de la hausse et de la baisse des marchés. Et Raphaël, en fait, les sujets les plus discutés à DevCoin cette année, c'est lesquels en fait? Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. Alors bon, DevCon, c'est effectivement la conférence des développeurs de la communauté Ethereum. Ce qui est intéressant, c'est que cette année, enfin moi j'ai noté vraiment 3 sujets qui revenaient beaucoup là depuis lundi. Vous avez le premier, évidemment, tout ce qui est autour du staking. Donc on en parle depuis des mois, notamment parce qu'il y a eu le restaking, mais vraiment le staking qui est simplement le fait de faire travailler des crypto-monnaies et d'en retirer un rendement. Donc il y a cette thématique qui se développe beaucoup et avec des entreprises comme Kiln, le français Kiln par exemple, qui est l'une des stars sur place. Vous avez aussi la question des stablecoins. Tout à l'heure, je discutais avec un des représentants de Stripe. Ils viennent de racheter Bridge, donc qui est une société qui permet de créer des stablecoins et d'effectuer des paiements transfrontaliers via des stablecoins. Donc vous avez ce sujet qui effectivement se développe beaucoup. D'une part parce que vous avez des grands acteurs comme Circle avec l'USDC, Tether avec l'USDT, puis des nouveaux entrants comme Stripe, PayPal. Et puis le troisième point, alors qui est un peu plus technique, mais qui est tout aussi intéressant, qui concerne en fait ce qu'on appelle les Zero Knowledge Proof. Pour faire simple, ce sont simplement des technologies qui permettent en fait de conserver de la confidentialité dans les échanges, les auteurs de transactions, et qui est un point essentiel notamment pour faire rentrer tous les acteurs de la finance traditionnelle. Et en fait, ce que j'apprécie particulièrement là, avec cette conférence et ce qu'on observe depuis le début de semaine, c'est que finalement vous avez différentes briques. Donc d'un côté le staking, de l'autre côté les zero knowledge proof, et puis enfin les stablecoins qui permettent en fait d'envisager un univers dans lequel vous avez TradFi et DeFi qui travaillent ensemble. Et ça c'est vraiment, j'allais dire, le gros sujet qui ressort de cette conférence DevCon. Élodie de Marquis a une remarque à faire, Raphaël, sur ce que vous venez de dire qui concerne le prix. Exactement. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur le prix aujourd'hui, qui est vraiment un élément fondamental. On le voit aujourd'hui à Kaiko. On a annoncé l'acquisition d'une boîte qui s'appelle Vinter, qui est un fournisseur d'indices le plus gros pour les ETP en Europe. Le prix, donc c'est l'élément sous-jacent sur lequel tous ces instruments financiers sont construits.
Le challenge qu'on a vu en finance traditionnelle dans les années 2010 avec le scandale du Libor, avec lesquels vous êtes sûrement tous familiers, où toutes les plus grandes banques, Citi, Lloyds, HSBC, etc., ont eu des sanctions de plusieurs milliards de dollars, on compte en centaines de milliards de dollars, c'est parce que les banques étaient juges et parties. C'est-à-dire que cet indice, donc ce prix, cet instrument financier qui traquait le prix en l'occurrence c'était un indicateur des marchés financiers, ce qui permettait d'utiliser ça comme instrument de crédit. C'est-à-dire que dans beaucoup de marchés américains, on ne va pas faire un prêt sur un prix fixe de 2%, 3%, 4%. On va prendre un indice, c'est-à-dire cet instrument financier qui va fluctuer avec le marché et sur lequel on va rajouter un pourcentage. Donc j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, par exemple en Silicon Valley. On faisait un prêt immobilier en prenant le Libor plus 2%, admettons. Le challenge qu'il y avait en finance traditionnelle dans les années 2010, enfin avant entre 2003 et 2012, jusqu'à ce qu'il y ait justement cette information qui remonte, c'est que les banques définissaient ce Libor. Et elles avaient tout intérêt, comme elles faisaient des prêts, à ce qu'ils soient à la hausse ou à la baisse. Et donc les banques s'entendaient entre elles pour influer sur cet indice boursier sur lequel s'appuyer beaucoup d'instruments financiers. Donc vous l'avez compris, être juge et partie, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le meilleur dans l'intérêt des utilisateurs. En crypto, malheureusement, on voit que des choses similaires sont en train de se passer. Je vous parlais de l'acquisition qu'on a faite il y a 2 jours de Vinter, qui est un fournisseur d'indices européen. On a vu cet été que Bitwise a racheté ETC, avec la même logique, qui est aussi un fournisseur d'indices en Europe. On a vu que Bullish, un autre échange boursier, a racheté CC Data un peu plus tôt cette année. Le challenge est là, c'est-à-dire que ces échanges boursiers vont pouvoir proposer, avec le développement de l'industrie crypto, des produits financiers qui vont s'appuyer sur ces taux. Cependant, le prix du crypto, qui est sous-jacent pour ces produits financiers, peut être influencé. Donc l'indépendance de fournisseurs de data comme Kaiko avec Vinter par exemple, dans la construction de nouveaux produits financiers comme les ETF, comme les ETP, comme les dérivés, puisqu'aujourd'hui on travaille avec de nombreux échanges crypto dans le monde, avec Gemini, avec DYDX, avec Bitstamp, avec Bullish par exemple. C'est très important pour la construction de cet écosystème qui, rappelons-le, est encore peu mature. Autant je vous parlais d'une nouvelle ère en termes d'investissement avec des investisseurs qui sont plus matures, qui vont chercher le management du risque, qui vont chercher des tests d'investissement beaucoup plus sophistiqués. En revanche, il y a une chose à se rappeler, c'est que la crypto, c'est encore une industrie qui est récente. Je rappelle à tout investisseur d'être prudent et de regarder un petit peu ce qui se passe, pas seulement dans, je dirais, la partie émergée de l'iceberg, mais également ce qui se passe sous le capot, avec justement, est-ce qu'il y a une manipulation de prix, est-ce qu'il y a des abus de marché sur les tokens sur lesquels vous investissez, puisqu'aujourd'hui en crypto, c'est encore très peu réglementé, et nous on le voit avec la donnée qui est à un cœur, qui est très très importante dans cet écosystème. Élodie, est-ce qu'avec les données que vous avez aujourd'hui, vous confirmez que Ethereum s'est réveillé en termes de prix ? Je confirme. Ça vous confirmez. Bon, confirme. Et rapidement, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Oui, tout à fait. Parce que ça fait un moment que voilà, Ethereum était un peu en retard, entre guillemets. Bon, ce qui n'est pas anormal, ça se produit à chaque cycle, mais là, il y avait un gros écart quand même. Pourquoi ça se réveille maintenant ? Donc depuis, on remet un petit peu les choses dans leur contexte. 2022, The Merge. Donc ça, c'est un moment clé pour Ethereum à l'époque. Depuis, en effet, on a vu que Bitcoin, on a vu des cycles assez importants. Ethereum était plutôt à la ramasse, si je puis dire. On a vu en janvier 2024 l'arrivée des ETF Ethereum. On s'est dit, on va voir un engouement, on va voir quelque chose se passer sur ces marchés. En fin de compte, non. Nous, on l'attribue à 3 choses. Sur le fait que le staking qu'on peut avoir quand on traite de l'Ethereum sur du spot trading, on ne bénéficie pas ça quand on achète des ETF Ethereum. Chose qui peut changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, on voit ce prix se réveiller. C'est le potentiel de croissance. La deuxième chose, c'est lié au fait que Ethereum est utilisé dans de nombreuses applications. Donc là, avec un peu plus de visibilité et une meilleure compréhension de l'utilisation de l'Ether dans ces applications-là, on voit également le marché s'intéresser un petit peu et favoriser cet actif-là avec un potentiel de croissance par la suite. Troisième point, il y avait pas mal de lawsuits, c'est-à-dire beaucoup aux États-Unis notamment, la SEC, le gendarme américain, avait mis des jugements en cours. Et avec l'arrivée de Trump, on pense justement à une certaine déréglementation qui va permettre une certaine croissance de l'écosystème Ethereum. Et en effet, ça se traduit par, comme je le disais, un Ethereum qui a fait plus de 35% depuis le début de l'année et qui, pour la première fois sur les 7 derniers jours, a surperformé Bitcoin, ce qui n'était jamais arrivé depuis 2022. Raphaël, vous êtes actuellement à DevCoin, pour ceux qui nous rejoignent, je le rappelle, donc c'est un peu la conférence Ethereum à Bangkok en Thaïlande. Rapidement, parce qu'il faut qu'on parle juste après quand même du micro-stratégie européen, mais comment est reçue là-bas l'augmentation du prix d'Ethereum? Est-ce que c'est un peu un non-événement ou alors quand même ça soulage et encourage quand même tous ces gens qui développent cette blockchain?
Non, c'est évidemment un événement, et si je devais être un peu taquin, comme vous le savez, il y a ce gimmick de ce qu'on appelle le flipping, c'est-à-dire l'Ether qui dépasserait en capitalisation Bitcoin, qui évidemment fait partie de ce qui anime la communauté Ethereum. Donc quand ça bouge dans ce sens-là et que les performances de l'Ether sont supérieures à celles du Bitcoin, évidemment, ça fait sourire. Maintenant, ce qui est encore une fois très intéressant, c'est que vous avez beaucoup de ces entreprises et de ces projets qui ont de la trésorerie évidemment en dollars, mais aussi en crypto-monnaie et notamment en Ether. Et donc quand vous avez une hausse comme ça des marchés, ce sont aussi des moyens supplémentaires. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ont davantage d'argent, de liquidité pour investir dans leurs équipes, dans la technologie, pour aller conquérir des marchés. Donc c'est surtout ça en réalité que les projets regardent sur place. Et encore une fois, moi je trouve que c'est plutôt positif, même j'allais dire sain, de voir ça, ce qui n'a pas été toujours le cas dans les bull markets précédents. Vous sortez, en parlant de trésorerie en Ethereum, là on va parler de trésorerie en Bitcoin plutôt, vous sortez cette semaine dans ce Big Whale, Raphaël, une interview avec le directeur général délégué de The Blockchain Group qui veut devenir le MicroStrategy européen, c'est-à-dire? Oui, alors effectivement, c'est Grégory qui a fait cette interview avec Alexandre Lézet, qui est un ancien responsable Web3 chez Accenture, donc le grand cabinet de conseil. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'interview, il déroule un petit peu ce qui préfigure d'un MicroStrategy européen. Alors bon, The Blockchain Group vient d'investir 1 million d'euros dans le Bitcoin pour les mettre directement dans son bilan. Et juste pour situer les choses, MicroStrategy en face a commencé il y a maintenant 3 ans à investir, donc c'est le fameux Michael Saylor. J'ai plus tous les chiffres exacts en tête, mais aujourd'hui on est sur plus de 10 milliards de dollars de Bitcoin détenus par MicroStrategy dans le bilan. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui ont cette stratégie, qui n'est pas simplement en fait d'avoir un peu de crypto-monnaie, en l'occurrence du Bitcoin, dans ses actifs, mais qui est vraiment de structurer donc le bilan de l'entreprise autour du Bitcoin. Donc, si vous voulez, The Blockchain Group, c'est une entreprise, c'est la seule d'ailleurs, cotée en France, qui est exposée à cet univers crypto. Ils ont plusieurs activités qui sont liées donc, avec des entreprises qui sont liées à l'IA, à la blockchain. Et ce qu'ils font, c'est que tous les revenus qu'ils génèrent via cette activité, ils les réinvestissent. En tout cas, c'est le plan de les réinvestir dans le Bitcoin. Et donc, ça vous donne une structure d'entreprise assez particulière où finalement, vous générez des revenus avec des activités périphériques pour alimenter un bilan d'entreprise qui n'est constitué qu'en Bitcoin. C'est ce que MicroStrategy a réussi à faire ces 3 dernières années, avec évidemment des périodes assez incroyables, d'autres périodes quand les marchés baissent où il y a des gros risques, et c'est pareil, on en avait parlé avec des risques d'appel de marge. Mais toujours est-il que ce qui est très intéressant, c'est que ces entreprises sont exposées directement au Bitcoin et surtout potentiellement, en tout cas c'est ce que démontre MicroStrategy, offrent des performances qui sont potentiellement supérieures. Alors, est-ce que The Blockchain Group va réussir à créer la même dynamique? C'est la question qui se pose. En tout cas, et je vous invite à lire l'interview, c'est ce que Alexandre Lézet veut mettre en place dans les années qui viennent du côté de The Blockchain Group. Et bien justement, et en plus dans cette interview, il est intéressant de voir, voilà, vous répondez notamment à la question, est-ce que c'est plus intéressant finalement d'acheter maintenant du MicroStrategy plutôt que d'acheter directement du Bitcoin? Merci beaucoup Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale, d'avoir été avec nous depuis Bangkok en Thaïlande pour DevCoin, la conférence Ethereum. Merci beaucoup Élodie Demarquis, CEO de Kaiko, d'avoir été avec nous. Vous reviendrez très bientôt nous parler un petit peu de ce qui se passe dans la blockchain, ces mouvements qu'on a du mal à voir à l'œil nu avec nous. Voilà, merci beaucoup, rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.